Ouais l'équipe, c'est Rico. Bon, comme vous l'avez remarqué, déjà, c'est pas un hebdo. En plus, la caméra, elle est comme ça sur le côté. J'espère que ça va passer. Putain, ça fait longtemps. Ça fait vachement longtemps. Bon, j'essaie de faire en plan large. Vois ça là. Ça vous attend, ça apporte pas plus d'informations, mais bon, moi, ça me donne plus de liberté pour me déplacer. Bon, vous avez dû le voir dans le titre. Mais que se passe-t-il à Hong Kong? Donc, on va parler d'un sujet assez sérieux aujourd'hui. Moi, c'est des trucs que j'aime faire, donc il y a les hebdos, les trucs écrits, les petites vidéos que je peux poster. Mais les vidéos comme par exemple celle que j'ai faite sur le rap ou celle que vous allez pouvoir voir maintenant sur Hong Kong, c'est des trucs que j'aime bien faire. Donc tant que ça vous intéresse, tant que je kiffe, voilà. Donc c'est un sujet assez complexe, je vais essayer de vous mettre une bonne mise en situation tout en essayant de vous expliquer cela. Donc je pense que la vidéo va être assez longue, elle va être en 5 parties distinctes. Donc vous pourrez les voir au fur et à mesure et puis bon, de toute façon il y aura des textes, des images, vous connaissez. Donc c'est parti, mais que se passe-t-il à Hong Kong? Alors Hong Kong d'abord c'est où et c'est quoi? Hong Kong en gros c'est au sud de la Chine. C'était une ancienne colonie britannique entre 1842 et 1997 et c'est donc maintenant un territoire indépendant semi-autonome avec un régime très spécial, Région Administrative Spéciale, RAS. C'est quoi ces RAS? Donc ces RAS ce sont des territoires qui sont gérés à moitié par la Chine et à moitié par le territoire en lui-même. Il en existe deux, Hong Kong et Macao. Donc en gros pour simplifier on appelle ces régions un pays, deux systèmes. Par exemple la Chine est un état communiste, à un unique parti, tandis que Hong Kong est multipartiste. En gros ça veut dire que plus de deux partis peuvent participer à des élections. Aujourd'hui c'est Carrie Lam, je sais pas comment ça se dit, on demandera à Google. Google, comment ça se prononce? Carrie Lam. Voilà. Donc c'est elle la chef de l'exécutif. Quelques infos pour vous situer en gros. Hong Kong c'est un pays de 7,466 millions d'habitants. Il a le pays avec l'espérance de vie la plus élevée au monde, 84,2 ans en moyenne. Et c'est le troisième centre financier au monde après New York et Londres. Donc à part ce régime, qu'est-ce qui fait que Hong Kong est une région très spéciale dans le monde? La particularité c'est qu'il y a eu une sorte de contrat entre la Chine et la Grande-Bretagne. En gros, quand l'Angleterre a rétrocédé Hong Kong à la Chine, un traité international a été mis en place le 1er juillet 1997, ce qui est une date très importante, on y reviendra plus tard. Cette déclaration sino-britannique garantit le capitalisme à Hong Kong, la politique, un pays, deux systèmes, et l'autonomie de la région hongkongaise sur 50 ans. Du coup, ce contrat prendra fin le 1er juillet 2047 et à partir de cette date-là, Hong Kong sera remis entièrement à la République populaire de Chine et deviendra une région chinoise à part entière. Donc là, on va venir au vif du sujet, ce qui se passe en ce moment, donc c'est-à-dire les manifestations, les revendications et les participants. Donc j'espère que vous le savez, bon si c'est pas le cas, tant pis, cette vidéo elle est faite pour vous. Ça fait 2 mois que le pays est secoué par de violentes manifestations. Les premières manifestations datant du fin mars, menées par le CHRF, le Front Civil des Droits de l'Homme, étaient pour pousser l'abandon d'un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Donc le 15 juin 2019, Carrie Lam annonce la suspension du projet, mais dès le lendemain, des manifestations auront encore lieu pour pousser un abandon total du projet. Cette fameuse manifestation du 16 juin réunira pas moins de plus de 2 millions de personnes ce jour-là. C'est à partir du 1er juillet, donc très important, date de la signature du traité et date de la fin du contrat, que les mouvements et les manifestations ont commencé à pas mal dégénérer. Toute cette journée du 1er juillet, les manifestants ont tenté de rentrer dans le bâtiment du conseil législatif. Ils y arriveront en début de soirée, mais seront repoussés par un millier de policiers et par des gaz lacrymogènes. Le 9 juillet, la chef de l'exécutif déclare le projet sur les extraditions mort, sans vraiment annoncer un retrait officiel de la loi, ce qui ne plaît pas beaucoup aux Hongkongais. Hongkongais. Et donc avec cet abandon officiel, les revendications des manifestants ne vont faire qu'augmenter. Pour vous compreniez, c'est un peu comme pour les gilets jaunes chez nous. De base, ils luttaient pour une baisse de l'essence. Et quand c'est arrivé, ils ont eu plusieurs demandes, comme par exemple l'histoire l'augmentation du pouvoir d'achat en France, ou carrément le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. En gros, ils ont senti le filon, ils ont fait une demande. Ça leur a été accepté, pourquoi pas en demander plusieurs? Quand tu sens le filon, tu l'exploites à mort. Donc là c'est pareil, on a plusieurs demandes comme la démission du chef de l'exécutif, la dissolution du conseil législatif et la libération des personnes qui ont été emprisonnées suite aux manifestations. Mais alors, qui sont les manifestants? Sont-ils si nombreux? À quelle classe sociale appartiennent-ils? Donc déjà il est déjà bon de noter qu'il n'y a pas d'organisateur centralisé, il n'y a pas de chef spécial. C'est juste un ensemble de personnes, un ensemble de populations, c'est le peuple hongkongais qui manifeste. Mais quand même, comme principale organisation, on a donc le Front Civil des Droits de l'Homme, des groupes hongkongais d'autodétermination et des groupes favorables à l'indépendance. Mais les manifestations réunissent de tout, des familles, des personnes âgées, mais surtout beaucoup de jeunes. Sur 6688 personnes interrogées, les 25-30 ans représentent plus de 50% des manifestants. Et les classes sociales qui sont représentées sont la classe moyenne et la classe dite de base. Et donc un chiffre très important, c'est que sur ces 6700 personnes,
plus de 70% auraient effectué des études supérieures, ce qui montre un taux d'éducation et de recul sur une situation assez élevé. Et donc alors, quelle est l'évolution de ces manifestations? Donc les manifestations, il y a plein de formes, mais la principale reste évidemment la marche. Par exemple, le 6 juin et le 7 août, les avocats hongkongais ont même effectué une marche silencieuse, les avocats de là-bas n'ayant pas l'habitude de participer à des manifestations globales, ce qui fait un mouvement très rare dans ce pays. On a eu plusieurs manifestations marquantes. On a eu donc la manifestation du 1er juillet, avec l'essai d'investissement du bâtiment du Conseil législatif. Et on a eu aussi la création d'un sit-in géant. En gros, c'est le fait de s'asseoir en groupe sur la voie publique, à l'aéroport de Hong Kong pendant plus de 5 jours. Ce sit-in géant a donc obligé la direction de l'aéroport de Hong Kong de clore tout simplement l'aéroport, les départs et les arrivées, ce qui a fait fermer le 7e aéroport le plus fréquenté au monde. Quel était le but de ce blocage? Donc le but du blocage de ce carrefour mondial était d'attirer l'attention mondiale sur ce qui pouvait se passer à Hong Kong. Au début assez pacifique, les marches ont engendré un degré de violence assez élevé entre les manifestants et les policiers, mais pas que. Pendant les marches, les équipements ont évolué. Les manifestants se protègent à l'aide de casques de chantier, de masques à gaz, de valises ou même de parapluies. Pourquoi des parapluies? Les parapluies, c'est une référence des manifestations de 2014, renommée la révolution des parapluies, de par de l'utilisation des parapluies par les Hongkongais afin de se protéger des gaz lacrymogènes. Une technique est donc encore utilisée aujourd'hui là-bas. Mais l'objet phare de ces manifestations est le pointeur laser. Alors à quoi ça peut servir? Donc ça sert à deux choses. Ça sert à masquer l'action des caméras des policiers et ça sert aussi à bloquer les logiciels de reconnaissance faciale sur les caméras des villes. Quant aux policiers, ils sont surtout armés de gaz lacrymogène et de matraques et utiliseront au bout d'un mois de manifestation des flashballs. Le 21 juillet, il y a eu aussi un fait très marquant. C'est qu'après un affrontement entre les policiers et les marcheurs, des manifestants se sont fait attaquer par une centaine d'hommes masqués. Mais alors, qui sont ces hommes masqués et pourquoi ont-ils attaqué ces manifestants? Donc selon des observateurs sur place, il pourrait s'agir des triades. Alors qu'est-ce que c'est les triades? Les triades, c'est une mafia chinoise très influente et très nombreuse. Mais pourquoi aurait-il intervenu? Logiquement, c'est parce que le bordel actuel qu'il y a à Hong Kong n'aide pas trop la mafia pour ses affaires, pour tous les trafics, etc. Du coup, ils essayent de remettre le calme à leur manière. Le 28 juillet dernier, on a eu 44 manifestants qui ont été inculpés pour participation à émeute, avec une peine qui peut monter jusqu'à 10 ans de prison. Depuis le 15 juin 2019, au moins 5 jeunes de moins de 35 ans se seraient suicidés en laissant une lettre en parlant des manifestations. 500 arrestations ont été effectuées depuis le début des événements. Et certaines marches, comme je l'ai dit précédemment, ont même dépassé les 2 millions de personnes. 2 millions de personnes sur un pays de 7 millions de personnes, ça fait plus ou moins 30% de la population. Donc c'est un chiffre quand même assez énorme. Et la question que tout le monde se pose à travers le monde et à Hong Kong elle-même, ce serait la possibilité d'une intervention militaire chinoise. Donc en effet, depuis plusieurs jours, on sait que la Chine a déployé des forces armées le long de la frontière entre la Chine et Hong Kong, des forces militaires ainsi que des blindés. Mais alors, serait-ce un bluff, cette position, ou un passage à l'action? Pour de nombreux spécialistes comme Jean-Philippe Béja, sinologue à Sciences Po, ces manœuvres serviraient à tester les réactions internationales, des réactions pour l'instant très rares par-delà le monde. Une intervention militaire sur ces manifestations aurait beaucoup de points négatifs. Alors premièrement, ça donnerait une mauvaise image de la Chine, une ingérence totale des forces de l'armée. Ça voudrait dire que les policiers sur place ne seraient pas capables de s'en occuper, et ça veut dire que l'armée, parce que Hong Kong a son armée, petite certes, et qu'il y aurait une ingérence totale de ce côté, et ce serait vraiment un affront direct entre les deux pays. Et on a surtout le risque d'un deuxième Tiananmen. Tiananmen, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'était? Tiananmen, c'est le théâtre de manifestation chinoise de 1989. Cette manifestation avait été gérée par l'armée et avait laissé derrière eux un peu moins de 1000 morts civils pendant un mois de répression. Donc quelle est la solution la plus envisageable? La solution la plus probable, ce serait de laisser tasser le mouvement, issue peu probable, vu comment le nombre de manifestants et le nombre de manifestations ne cessent d'évoluer au fur et à mesure. Donc voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça risque d'être pas mal. Hein. Vous demandez forcément qu'est-ce que je fais en voix off. Bah, la outro a carrément pas été filmée. J'avais plus de place. Donc je viens de me rendre compte à l'instant là pendant que je fais le montage. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que si ça vous avait plu, mettez un petit like, partagez-le, un petit commentaire si ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. De toute façon, il n'y a que les meilleurs qui seront là et qui m'entendront. Donc voilà, peace l'équipe. Je vous souhaite une bonne fin de vacances. Thanks.